Bonsoir à tous, 18h30, c'est l'heure de Talkiji. Bienvenue dans ce 13e numéro du Talk Show Info Jeune dans le cadre de l'opération Tu fais quoi cet été porté par l'Union nationale de l'information jeunesse. Et attention, la semaine prochaine, on change. On ne sera plus en Tu fais quoi cet été, mais Tu fais quoi pour la rentrée. C'est la dernière émission avant la rentrée. Pour nous, ça va de notre côté. Depuis le 16 juillet, on a fait notre rentrée, donc on est prêt pour la semaine prochaine. C'est un gros avantage. On vous a concocté une petite émission hyper zen cette semaine, puisqu'on aura au programme Nathalie, qui est coach sophrologue, qui viendra nous donner des conseils pour vivre sa rentrée hyper zen et éviter le stress. Pour vous mettre zen et dans les bonnes conditions, on aura double ration de coups de cœur cette semaine. 2 coups de cœur. On aura Mam et Cécile. Mam, il est dubitatif sur le coup de cœur. Ce sera peut-être son premier non-coup de cœur. Sortez peut-être vos Doliprane. On parlera de Tenet. On aura l'actualité de Chan vue en dessin. Et on fait un petit coucou aux supporters parisiens. Si vous êtes supporters parisiens, restez pour Croc Actu. Cette semaine, je vous aurais concocté un petit jeu. On va aller dans les archives. C'est un jeu de vieux, vous allez voir, ça va être super. Mais ça revient à la mode, mon jeu de vieux. On terminera par Rosen avec Q comme sexualité. Et on sera en duplex d'Albi à l'occasion de l'Urban Festival de la ville d'Albi dans l'heure du show. Et on parlera skateboard pour un programme bien chargé. Pas de Tour de France cette semaine. Bon, on a 2 invités de Nice, c'est le grand départ du Tour, donc on ne voulait pas faire de concurrence à ESSO. Cette semaine, on retrouvera Mariam la semaine prochaine. En tout cas, si Mariam vous manque, rendez-vous sur YouTube, sur la chaîne Info Jeune. Il y a des pastilles vidéo des aventures de Mariam à Toulouse notamment, et on la retrouvera dès la semaine prochaine. Et on va passer après le petit jingle. Vous êtes habitués maintenant à notre invité de la semaine. Et notre invité cette semaine, c'est Nathalie Mazot, qui est de Nice aussi, comme Cécile. Vous avez de la chance, hein. Bon, en ce moment, peut-être pas. Il y a un peu d'agitation dans vos rues. On va dire qu'il y a de Mais l'ambiance. vous avez encore sûrement le soleil, la Côte d'Azur. On se met déjà dans une ambiance zen. Nathalie, tu es coach sophrologue, c'est ça? Exactement. Bonjour à tous. Oui, je suis sophrologue. Tu auras la chance d'avoir ma dernière question. Tu fais quoi cet été ou tu as fait quoi cet été? Alors cet été, j'ai essayé de mettre, on va dire, à profit ce que j'enseigne, c'est-à-dire j'ai profité un maximum de chaque instant. Parce qu'on peut être une sophrologue stressée? Ah ben, on peut avoir un stress malgré tout, c'est pas incompatible, mais justement, on sait le gérer. Super, et ben, on va en parler justement de gérer son stress parce que c'est la rentrée si on travaille, c'est la rentrée sûrement si on est apprenti parce qu'on rentre de vacances, et puis c'est la rentrée si on est collégien ou lycéen, et forcément, on est peut-être parfois content de retrouver les copains, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Et puis là, pour certains, ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas allés au lycée ou au collège, donc forcément, pour certains, il va y avoir un petit stress. Moi, je voulais d'abord te poser une première question, Nathalie. C'est quoi une sophrologue? Pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ça, c'est une vraie bonne question. C'est quoi une sophrologue? Alors, une sophrologue, j'ai envie de dire, c'est une thérapeute. Alors, thérapeute ne veut pas dire qu'on est malade, hein, pas du tout. C'est vraiment prendre soin. Donc, c'est un ou une thérapeute, hein, puisqu'il n'y a pas que des femmes sophrologues, il y a plein d'hommes. On est des accompagnateurs, on est des coachs du bien-être, du mieux-être. La sophrologie, le mot sophrologie, vraiment littéralement, sophrologie, c'est l'harmonie du corps et de l'esprit. Voilà, c'est vraiment le corps et l'esprit qui sont reliés et qu'on essaye d'apprendre à justement ressentir les choses pour les mettre à profit, que ce soit mentalement et physiquement. Alors, on y viendra, ça passe par des exercices sûrement. Et tout à l'heure, d'ailleurs, on sera un peu
des élèves, des disciples, je ne sais pas comment on dit. Et la qualité principale d'une sophrologue ou d'un sophrologue, est-ce qu'il y a des qualités qu'il faut avoir quand on... Une en particulier, après, effectivement, bah, il faut on en parlera peut-être un peu plus tard, il y a une formation, etc. Mais une des qualités principales, c'est bon, d'être hyper adaptable pour s'adapter aux besoins de chacun. C'est vraiment, on fait vraiment un travail sur mesure. Est-ce C'est qu'il faut ça, un peu d'empathie, par exemple? Beaucoup ça c'est d'empathie? inévitable. C'est de toute façon un travail extrêmement tourné vers l'humain. Donc, il faut être passionné par les relations humaines. Il faut avoir envie d'accompagner, d'aider, mais dans un cadre, bien entendu. Hein. Ça, c'est hyper important dans un cadre. Et l'idée, c'est qu'effectivement, il faut avoir de l'empathie naturellement. Ça, c'est certain. Et comment on devient sophrologue? On en parlait justement de la formation. Peut-être que certains se disent, moi, j'ai envie de devenir sophrologue. Ouais, Et donc, comment bah, je fais? bien sûr. Alors, la sophrologie, aujourd'hui, est une profession qui est malheureusement non réglementée au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de diplôme réellement, il y a un titre. Euh, J'encourage vraiment tous ceux qui s'y intéressent à chercher vraiment des établissements, des écoles sérieuses. Pas toujours évident de faire le tri, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut essayer de regarder les écoles qui sont justement avec un regroupement professionnel, qui, à la fin du cursus, peuvent valider le fameux titre RNCP. Alors, RNCP, hein, pour les initiales, c'est au répertoire national. RNCP, répertoire national des certifications professionnelles, toujours cet oubli de certification professionnelle. Donc, c'est vrai que c'est important parce qu'on est dans une profession qui touche à l'humain. On a des personnes en très bonne santé, mais on a aussi des personnes qui peuvent avoir des difficultés à un moment donné de leur vie, donc être fragiles. Donc il est vraiment important de se tourner et de faire une formation vraiment sérieuse. Voilà, c'est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je parle des sophrologues qui ne sont pas forcément diplômés, c'est ce que ça veut dire? Ou je peux me dire sophrologue, moi, demain, si je le souhaite? Ou... En théorie, oui. En théorie, oui, mais comme aujourd'hui encore en psychothérapie, par exemple, il n'y a pas vraiment de diplôme au sens psychothérapie, hein, pas psychologue, hein, mais donc on est un petit peu dans toutes ces spécialités de sciences molles, enfin, j'appelle ça les sciences molles, qui viennent en complément évidemment des thérapies classiques et notamment par exemple la médecine, hein, pour des personnes qui auraient besoin de traitement, de choses comme ça. Hein. Jamais on se substitue, bien évidemment. On vient en aide et en complément de psychologues quand il y a vraiment des difficultés psychologiques, d'ordre émotionnel, etc. Mais du coup, effectivement, tu as raison, n'importe qui peut effectivement se revendiquer sophrologue. D'où l'intérêt de quand même se renseigner sur effectivement la personne. Après, les diplômes, j'ai envie de dire, en l'occurrence, ils n'existent pas en sophrologie à part ce titre RNCP, mais ça ne veut pas toujours non plus dire que la personne est un bon professionnel, mais en tout cas, avoir suivi une formation sérieuse, ça par contre, c'est important. Alors, Voilà. je trouve un professionnel qui est un sophrologue qui a suivi une formation qui est RNCP, c'est quand même sécurisant. Malgré tout, il y a Voilà, des formes de reconnaissance, notamment en absolument. termes de formation. Pourquoi je viens te voir, par exemple, et qui vient te voir au final? Pourquoi je viendrais? Alors, juste une petite précision, il y a aussi l'idée qu'un sophrologue qui a fait une formation normalement adhère aussi à un groupement professionnel, il y en a D'accord. plusieurs, et effectivement, ça donne un code de déontologie. Donc, il y a aussi l'application d'un code de déontologie. Donc, effectivement, il y a un respect de certaines règles qui sont vraiment essentielles, dont la bienveillance, dont le respect, etc., la confidentialité, évidemment, une écoute. Et voilà. Donc, voilà, c'était une parenthèse, mais c'est important de Oui. le préciser. Et puis Alors, parfois, il y a le bouche à oreille peut-être aussi qui peut fonctionner. évidemment, évidemment, le bouche à oreille, ça, c'est forcément. Après, après, qui peut venir nous voir? Eh bien, j'ai envie de dire tout le monde. Tout le monde, parce qu'à un moment donné, tout le monde peut se retrouver confronté à des petites problématiques, petites ou grandes, problématiques qui vont de troubles du sommeil, importants ou peut-être juste passagers, des troubles de concentration, un manque de confiance en soi, des problèmes relationnels avec son entourage, etc. Enfin, il y a une multitude de problématiques qui peuvent être soulagées par la sophrologie. Encore une fois, c'est pas de la magie, hein.
D'accord? Donc, on peut aider toute personne qui le souhaite. Exactement comme nos collègues psychologues, par exemple. Si la personne ne veut pas ou n'est pas enclin à s'ouvrir, à souhaiter faire une démarche, le psychologue ne pourra pas l'aider. Hmm. On est sur cette même difficulté, c'est qu'on aide les personnes qui le souhaitent et qui veulent bien s'inscrire dans une démarche d'ouverture d'esprit, Alors, de etc. toute façon, quand je viens voir un sophrologue, c'est une démarche volontaire parce que Tout à on ne fait. m'a pas prescrit des séances de sophrologie. Donc, j'ai une démarche volontaire. Alors, il y a peut-être des gens qui vont le découvrir ce soir. Alors, de façon involontaire, parce qu'ils venaient peut-être pour Tolkiji, j'espère. Et là, ils vont découvrir la sophrologie. À partir de quel âge je peux faire de la sophrologie? Je Alors, suis ado. Est-ce que je peux alors consulter une sophrologue avec mes parents, forcément? Alors absolument, c'est pour ça que il y avait cette petite précision, c'est qu'on peut le faire à partir de très jeune. Moi, j'ai des collègues qui interviennent dans des crèches, par exemple. Voilà, donc pour te dire que c'est vraiment petit, 3, 4 ans. À partir du moment où il y a une compréhension des mots, des échanges, etc. Donc ça peut très bien se faire avec des tout petits, évidemment avec des préados, des ados, et puis après adultes jusqu'à l'infini, hein, y a pas d'âge. La sophrologie, elle s'adapte vraiment. C'est pour ça que je tiens vraiment à dire que c'est une des capacités, une des qualités vraiment qu'il faut avoir, c'est l'adaptation, l'adaptabilité. Parce que la sophrologie, elle s'adresse à des gens en pleine santé, des sportifs, des jeunes, etc. Mais elle s'adresse aussi à des personnes handicapées, des gens malades, des gens vieillissants, dans des situations très compliquées physiquement. Donc, elle s'adapte et elle doit s'adapter. Donc, j'ai envie de dire, les jeunes qui viennent, souvent, c'est quand même souvent une démarche des parents. Ça peut être hein, directement par les jeunes eux-mêmes qui disent oh, bah, tiens, j'en ai entendu parler, ou j'ai un copain, une copine qui avait une préparation mentale pour ses examens, ça a fonctionné, moi j'ai envie d'y aller. Mais c'est souvent une démarche des parents. C'est pour ça que quand tu dis volontaire, oui, mais parfois elle peut être engagée par les parents forcément quand il s'agit de mineurs. Voilà. Et Enfin, le donc, travail aussi. quand je viens voir un sophrologue, ça se passe comment? Je frappe, Alors, je rentre, et là, qu'est-ce qui se passe? qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe une rencontre. Voilà, une rencontre. Donc, j'ai envie de dire, comme je dis à chaque fois que je rencontre un client potentiel, l'idée, il faut qu'il y ait quelque chose qui se crée entre nous, une alchimie. C'est une rencontre, il faut que la personne ait envie qu'on travaille ensemble. Il y a un échange, évidemment, pour savoir les besoins, quelle est la problématique, en quoi on peut aider la personne. Ensuite, à suivi de cet échange, il y a des exercices qui sont adaptés forcément à la problématique de la personne et encore une fois aussi à, à l'âge, à l'état de santé, etc. de la personne. Donc des exercices qui seront plus dynamiques, donc en mouvement. C'est pas non plus on n'est pas sur des grands, on n'a pas besoin d'être un grand sportif non plus, mais enfin en mouvement en tout cas. Et puis également, il y a un moment plus de sophro dite relaxative, donc qui va être plus statique. On peut la faire assis, allongé, par terre, comme la personne le souhaite. Et puis également, de nouveau, un échange, parce que l'idée, c'est quand même d'échanger, de mettre des mots sur des mots, souvent, sans jeu de mots. Mais l'idée, c'est quand même d'arriver à vraiment partager les ressentis physiques et émotionnels de la personne pour la faire avancer. C'est vraiment l'idée, c'est de faire prendre conscience à la personne. Voilà. D'accord. Alors, on va rentrer dans le concret maintenant. Pas dans le concret. Pour les jeunes, en tout cas. Bien. Projection, j'ai 16 ans. Bon, je ne les fais pas. C'est vrai, c'est vrai. Non, je fais beaucoup moins. Euh, J'aime bien l'école, mais pas trop. Mm. Un jeune normal, on va dire, hein. On est le 27 août aujourd'hui. La rentrée, c'est dans 4 jours. Et forcément, est-ce que je suis normal si j'ai une petite boule au ventre? Avec le petit réveil qu'il y a dans ma tête qui décompte les jours. Alors, déjà, la première chose, c'est que tout sophrologue et coach et tout thérapeute ne doit pas porter de jugement. Donc, normal, moi, c'est vrai que c'est très bien que tu poses cette question parce que très souvent, les clients me disent est-ce que c'est normal, j'ai ressenti ou j'ai pas ressenti. Voilà. Chacun est différent, donc il n'y a pas de normalité, d'accord. Par contre, cette petite boule au ventre à laquelle tu fais allusion, on est très, 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 très nombreux
à l'avoir ressentie. D'ailleurs, elle n'est pas forcément toujours au ventre. Elle peut être aussi au niveau de la gorge, chez certains. Ailleurs, hein, aussi, dans la tête. Bref. Après, l'idée, c'est que cette petite boule, la première chose, s'il y a des petits outils, hein, parce que la sophrologie, c'est ni plus ni moins des outils hein, qu'on met à disposition des personnes. L'idée, c'est vraiment de faire prendre conscience à la personne comment elle visualise ça. Parce que, effectivement, on s'accorde tous à parler de cette boule au ventre. Mais parfois, ça peut être plutôt sous une forme de carré, parce que les ongles, ils pourraient blesser, et quand on respire, on a l'impression que ça fait très, très mal. Ça peut être une boule de feu qui a plutôt tendance à nous brûler. Ça peut être... Bref, il y a maintes possibilités de ressentir cette boule. Alors moi, ce que j'invite à faire les personnes qui ont cette problématique-là, ben, c'est déjà de se poser la question, alors soit d'en discuter effectivement avec quelqu'un de confiance, ou tout seul. Ben, ça peut être prendre un stylo pour ceux qui ont envie de dessiner, qui aiment bien dessiner, qu'il faut plutôt être visuel ou auditif, peu importe. Mais l'idée, c'est d'essayer de l'exprimer. Ça peut être un dessin, ça peut être peut-être de la nommer, donner un nom à cette gêne, à cette voilà. Déjà, verbaliser un petit peu plus, essayer de faire le tour de comment je la ressens, pourquoi elle est là aussi. Se poser la question, finalement, est-ce qu'elle ne m'indique pas quelque chose, cette petite boule, cette espèce de gêne? C'est Je le ne sais réveil pas, de la plein de rentrée. choses à se poser comme question. Donc, c'est déjà une première réflexion. Comment? C'est le réveil de la rentrée. Alors, le réveil de la rentrée, ben, c'est logique parce que justement, du coup, elle est apparue parce qu'il y a le fameux petit réveil qui, d'un coup, hop, 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 c'est la rentrée. Mais on va essayer de la faire passer. Alors, il n'est pas question de supprimer, mais en tout cas d'essayer de mieux la supporter. Alors, comment on peut faire? Parce que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a quand même on a bien compris que c'est une notion de stress. Le stress, il y a le bon stress et le mauvais stress. Il ne s'agit pas non plus de tout effacer le stress, hein, parce que ça deviendrait problématique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, des exercices de respiration, puisque la sophrologie est basée essentiellement aussi sur la respiration. C'est vrai qu'on ne sait pas bien respirer, donc apprendre, réapprendre en tout cas à respirer, avoir une respiration qualitative. Cette respiration qualitative, elle passe par le ventre en fait. Donc, un exercice assez simple, c'est déjà de se poser et de prendre le temps vraiment d'essayer d'être en pleine conscience. Alors, je ne sais pas si ça parle à certains, cette pleine conscience, on en parle aussi en méditation, donc effectivement, c'est des cousines très proches de la sophrologie. L'idée, c'est vraiment de se poser et de prendre une minute, c'est pas grand-chose dans les emplois du temps surchargés qu'on a tous, et de se dire, ben voilà, je vais me concentrer sur ma respiration. Je vais peut-être mettre une main sur mon ventre, par exemple, ça peut m'aider. Je vais inspirer par le nez, d'accord? Et je vais inspirer en essayant de compter 1, 2, 3, 4. Et je vais souffler. Alors, quand on inspire, on va inspirer, on va gonfler son ventre, comme si on avait un ballon de baudruche dans le ventre. Donc, on inspire par le nez en gonflant son abdomen. On compte 1, 2, 3, 4, 5 si on peut. Et on va souffler par la bouche. Et en soufflant par la bouche, on va souffler en rentrant tout doucement le ventre, tout doucement, tout doucement, tout doucement, pour visualiser l'air qui va ressortir en expirant. Et on expire, on inspire le bon oxygène, des petits cœurs tout bleus, des petits oiseaux tout bleus, tout est beau, on inspire les bonnes choses pour son corps et on expire le dioxyde de carbone, la pollution, les déchets, le stress, l'énervement, les envies de violence et tout ça, et on va l'extraire en expulsant l'air. Ok? Donc ça, très simple à faire. Ce petit exercice, il prend sur une minute, vous faites 5 cycles, c'est-à-dire j'inspire 1, 2, 3, 4, 5 peut-être, j'expire 1, 2, 3, 4, 5, 6 peut-être, et pareil, 5 cycles, et vous avez votre minute. C'est pas grand-chose. Mais si vous le faites réellement, il vaut mieux faire une minute réellement connecté à votre corps, à vos ressentis, plutôt que de se lancer dans un truc où à vous dire ah, tiens, je vais me faire 10 minutes, mais en fait, on va avoir plein de pensées qui vont nous traverser et finalement, réellement, on aura très très peu de minutes qualitatives. Donc, le faire une minute
en étant bien concentré sur ce qu'on fait, en étant concentré sur cette respiration. Je vous invite à le faire en fermant les yeux. Ça vous met dans une espèce de bulle et ça permet qu'on soit pas d'un coup un petit peu pris par la mouche qui passe ou je ne sais quoi, le téléphone, les messages qui arrivent, etc. Voilà. Donc ça, c'est un excellent moyen d'essayer de dissoudre ou en tout cas d'amoindrir cet effet de boule au ventre. Voilà, ou de nœud. Ça peut être l'impression de nœud dans le ventre. Voilà. Et puis, parfois, ça revient le dimanche soir. Parfois. Donc, Parfois. c'est des exercices qu'on peut renouveler. Alors, ça revient le dimanche soir. On comprend pourquoi. C'est pas parce qu'on comprend pourquoi que finalement cet état de gêne part. Donc finalement, par la respiration, on va essayer, au lieu de se dire ouh là là, j'ai mal ou il y a quelque chose qui me gêne, je le regarde pas, hein, je me cache, hein, on va penser à autre chose, on va faire autre chose. Ça fonctionne pas en fait. Ça fonctionne l'espace d'une seconde et puis ça revient. Alors, on va au contraire effectivement se polariser sur cette douleur, cette gêne, en respirant. Donc avec le même exercice, mais en se disant, OK, je vais essayer de chasser cette espèce de gêne. Alors encore une fois, dans la mesure où au préalable, tu auras déjà écrit ou visualisé ou dessiné cette espèce de gêne, peut-être tu lui auras donné un nom, j'en sais rien, et bien à ce moment-là, quand tu vas inspirer, et souffler, tu vas essayer de visualiser que tu expulses cette gêne ou ce carré, parce que ça peut être, encore une fois, avec des angles, parce que parfois, ça peut faire vraiment très, très mal au niveau de l'estomac ou du ventre. Voilà. Alors moi, c'est plus quand il y a le minuteur de Tolkiji, en fait. C'est pas le dimanche, mais c'est quand j'annonce 1 minute avant le début du live. C'est ça. Donc des petits exercices en fait tout simples déjà pour en fait il faut essayer d'appréhender finalement cette boule et essayer un petit peu de la dompter plutôt que de la faire disparaître. C'est peut-être ça en fait Complètement. j'ai bien suivi. Alors Parce que Nathalie, on a bon, hein. ah, Elle a du bon. elle a du bon, ouais. C'est du bon stress parfois quand même. Alors, Nathalie, on a un invité vedette dans Talkiji, enfin un chroniqueur vedette. Il est attendu toutes les semaines. Il paraît qu'il s'est mis au yoga, en tout cas sur les réseaux sociaux. Il a annoncé qu'il s'était mis au yoga. Il était très branché muscu et Thibaut InShape avant. C'est Chaton. Et donc, il a une question pour toi. On va écouter la question de Chaton. Salut, salut, c'est Chaton. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je tenais à remercier Léa Chou pour ses conseils à mon ami la semaine dernière. Merci, merci Léa. L'important, c'est d'être bien dans sa peau. Bon, alors, fini mes rêves de devenir tigre. Voilà, du coup, il y a 10 minutes, j'étais en chien. Non, attendez, pardon, je m'exprime mal. Je veux dire, j'étais en position du chien, en tête en bas, pendant ma séance de yoga. Voilà. Je vous le cache pas, avant la rentrée, j'avais besoin de déstresser. Ça tombe bien d'ailleurs, Nathalie. Merci Nathalie. Bonjour Nathalie, notre sophrologue. J'avais une petite question. Il y a quelques jours, avant de rejoindre ma litière, je faisais des pompes, des abdos et du gainage, tu vois, parce que je fais un court-métrage de kung-fu. Et du coup, juste après, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. Voilà. Est-ce que c'est normal? Voilà. Merci pour ta réponse. Allez, je vous laisse. Je dois aller faire le cobra. Soyez zen et bonne rentrée à tous. Tchuss. Et Chaton qui faisait un petit clin d'œil à Léa Chou. Il écoute les conseils de nos invités, notre Chaton. Il ne rêve plus d'être un tigre, il va essayer de s'accepter tel qu'il est. Et par contre, il y a quelques temps encore, il faisait du gainage, des abdos, parce qu'il voulait tourner dans un court-métrage de kung-fu. Et il avait son rêve, c'était d'être le tigre dans Kung Fu Panda, en fait. Et du coup, il n'y arrive pas. Mais il faisait ça avant de dormir et il avait du mal à trouver le sommeil. Et là encore, il voulait savoir s'il y avait une explication à ça. De faire abdos, pompe et gainage avant de dormir, est-ce que ça... Oui, alors effectivement, déjà, tout ce qui est activité sportive à outrance, quand on a des difficultés d'endormissement, sont à éviter. Alors, je vais éviter de tomber dans la rengaine parce que
déjà, j'ai des ados hein, de 18 et 21 ans, donc je sais très bien que interdire les écrans ou les supprimer, ou, enfin, on sait très bien que c'est franchement pas évident. Et puis bon, je suis pas exemplaire là-dessus non plus. En même temps, quand on commence à avoir vraiment des difficultés d'endormissement et que ça commence à devenir récurrent et que c'est pas exceptionnel comme là, par exemple pour la rentrée, déjà effectivement, il y a un rituel, on a chacun nos rituels de coucher. Donc si trop de muscu, trop d'exercice physique, trop effectivement d'excitation, hein, qu'elle soit visuelle, qu'elle soit peu importe. Effectivement, c'est pas terrible. Hein, je vais pas vous dire le contraire, c'est clair. En même temps, il suffit de pouvoir justement revenir dans un état de calme. Alors, c'est pas toujours évident, c'est sûr que ça se fait pas en une fois. Je vais essayer de vous donner un petit outil, mais évidemment, c'est pas comme ça en le faisant une fois que ça va être magique. Hein. La sophrologie, c'est vraiment de l'entraînement. C'est déjà de se mettre bah, dans j'ai envie de dire dans un contexte où on va être au calme, même si c'est pas toujours super évident. S'allonger tranquillement, se mettre évidemment dans son lit, c'est mieux pour dormir. Après, chacun voit son problème, mais bon, c'est quand même mieux. Dans le noir, pas dans le noir, il faut absolument s'adapter à ce qu'on a envie, ce qu'on aime, parce qu'il y a des gens, ça angoisse dans le noir total, et il y en a d'autres, au contraire, ils ont besoin de totale obscurité pour dormir. Donc, encore une fois, il faut s'adapter, évidemment, à ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Puis, ça peut évoluer aussi hein, dans le temps, ça aussi, donc savoir s'écouter. L'exercice que je propose, c'est l'exercice que je pense vous faire pour justement vous détendre un petit peu et vous faire un petit peu justement sentir réellement, on va dire, le lien qu'il y a entre le physique, les ressentis physiques et les ressentis psychologiques, mentaux. Donc, si vous le souhaitez, on peut faire un petit exercice si ça vous convient. Ok? Oui. Ah bah oui. Non, Alors, parce que d'habitude, ils dansent. Des fois, ils font du dessin, ils dansent. Bon, là, ça va. mais Pas c'est besoin de très bien, par contre. matériel. C'est très bien de En danser. plus, pour une fois, je vais pouvoir participer. Absolument, absolument. Alors par contre, la seule condition, c'est d'être que chacun qui souhaite faire l'exercice en direct se met dans une situation sécurité, c'est-à-dire que voilà, assis dans un fauteuil ou en tout cas sur une chaise ou peut-être même assis ou allongé par terre, mais en tout cas voilà, être en sécurité, pas un petit peu en équilibre sur une planche ou je ne sais quoi. Je vous propose de fermer les yeux pour ceux pour qui c'est vraiment quelque chose d'insupportable, vous les laissez ouverts, mais essayez de fixer un point de façon peut-être en abaissant un peu le regard, tout simplement pour ne pas être distrait par toutes les images ou des choses qui pourraient venir un petit peu perturber ce moment de calme. Donc, je vous invite à fermer les yeux, à prendre une profonde inspiration par le nez tranquillement, en essayant un petit peu de gonfler l'abdomen tout doucement et de souffler tout doucement par la bouche. Je vous propose de porter attention au point d'appui de votre corps. Ça peut être l'arrière de votre tête si vous êtes appuyé, votre dos, vos fessiers, l'arrière de vos jambes, vos pieds ancrés dans le sol, vos mains posées délicatement sur vos cuisses ou sur votre bureau. Portez attention au bruit de la pièce dans laquelle vous êtes installé. Et tout en continuant à respirer calmement, je vous propose d'imaginer comme une petite bulle de détente au sommet de votre crâne. Une petite bulle, vous savez, comme on faisait les petites bulles de savon quand on était petit, ces espèces de petites bulles toutes légères, multicolores, translucides. Imaginez que cette petite bulle va diffuser la détente à l'intérieur de votre tête.
Elle va rouler délicatement sur votre front. Sur vos paupières délicatement posées, sur vos yeux. Le long des ailes de votre nez. Peut-être sentirez-vous votre mâchoire se décrisper. Portez attention à l'air frais qui entre par vos narines et l'air tiède qui ressort par votre bouche légèrement entrouverte. Laissez cette détente se diffuser maintenant dans votre nuque. Abaissez vos épaules naturellement. Sentez cette détente parcourir vos bras, vos avant-bras, vos mains jusqu'au bout de vos doigts. À présent, laissez cette petite bulle de détente rouler délicatement sur l'ensemble de votre dos, lui permettant de s'étirer, se délester des tensions inutiles. Peut-être sentirez-vous comme une douce chaleur ou au contraire, plutôt une fraîcheur. Laissez la détente maintenant gagner votre torse. Portez attention à votre poitrine. Sentez les mouvements de votre cage thoracique qui monte et qui descend au gré des inspirations et des expirations. Sentez l'air circuler à l'intérieur de votre abdomen. Laissez la détente se diffuser maintenant dans votre bas-ventre, vos jambes, vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos pieds, jusqu'au bout de vos orteils. Prenez conscience que l'ensemble de votre corps est détendu et relâché. Sentez peut-être vos vêtements sur votre peau. Laissez le calme, la tranquillité, la sérénité envahir l'ensemble de votre corps. Le sommeil, vous gagnez progressivement, tranquillement. Prenez conscience de votre capacité à vous endormir sereinement, tranquillement. À présent, je vous propose de reprendre contact avec les points d'appui de votre corps, l'arrière de votre tête, votre dos, vos fessiers, l'arrière de vos jambes, vos mains posées délicatement. Progressivement et à votre rythme, je vous propose de remettre en route votre corps. Vous pouvez bâiller, vous étirer. Vous prenez une profonde inspiration par le nez et vous soufflez fortement pour vous dynamiser. Et lorsque vous le souhaiterez, simplement lorsque vous le souhaiterez, vous ouvrirez les yeux à votre convenance. Est-ce que ça va pour tout le monde? Bon, ben, on va aller se coucher. Super. Ça va? Alors, juste une petite précision. Évidemment, là, je vous ai donc dit à la fin de reprendre contact avec les points d'appui. Et puis, évidemment, je vous ai fait inspirer profondément et souffler rapidement. Parce qu'en fait, pour avoir une petite idée, c'est que plus on inspire, plus on expire lentement, c'est-à-dire qu'on souffle lentement, plus on va se calmer, se rendre zen, se rendre serein. Plus au contraire, on va souffler fortement, plus on va se remplir d'énergie. Donc typiquement, le sportif, hein, quand il est sur la ligne de départ, il va pas... pour se calmer, oui, mais pour partir, il va souffler et il va y aller. Donc voilà, c'était un petit peu
Disons que quand vous avez à vous endormir, ne soufflez pas et ne prenez pas des grandes inspirations trop amples parce que vous apportez un maximum d'oxygène et plus on apporte de l'oxygène au cerveau, plus on a tendance à être boosté. Donc, c'est très bien, mais quand on veut s'endormir, on cherche plutôt à se calmer. Donc, allez-y doucement. Et puis, n'oubliez pas, trop d'oxygène, ça fait tourner la tête. Et même mes étudiants, parfois, quand je leur fais faire des exercices et qu'ils sont debout, je leur fais faire des mouvements amples de respiration. Ils disent ouais, non, c'est bon, c'est bon, elle dit ça, je ne vais pas avoir la tête qui tourne, ça va. Moi, j'ai 20 ans, 21 ans, 22 ans. Bah, si, et si, la tête tourne parce qu'on n'a pas l'habitude de respirer aussi amplement, sauf pour des personnes qui sont entraînées, sportives, des gens qui font de l'apnée, enfin, bref, voilà. Voilà. Alors, Nathalie, merci. On est plus zen Merci là. à vous. On est au top. Je regarde sur Twitch, est-ce qu'on a des questions? Non, on a des gens qui nous disent merci. Alors, il y a quelqu'un qui nous a dit que grâce à ça, il n'allait pas tuer quelqu'un. Je pense que c'était une blague. Il ne faut pas en arriver là, malgré tout. Voilà, on fait un petit tour sur Twitch. Mais parmi les chroniqueurs, est-ce que vous avez des questions pour Nathalie? Cécile, Mam, allez-y, c'est parti. J'ai une question, Nathalie. Tu as parlé de ce dont on a besoin pour être sophrologue, mais il y a une chose qui m'a heurtée quand on faisait l'exercice, c'est ta voix. Parce que j'imagine que tu as une très jolie voix, mais j'imagine que la voix doit être hyper importante quand on est sophrologue, parce que pour peu qu'on tombe sur quelqu'un qui a une voix comme ça, super énervante, voilà quoi. La maman de Neo et Swan, par exemple. Voilà. Tu ne dois pas être sophrologue dans la vie. Alors, tu as raison, c'est vrai que ça fait partie effectivement des choses qui sont, j'ai envie de dire, alors là pour le coup, totalement indépendantes de la personne. Mais en même temps, la voix, ça se travaille, ça peut se travailler si vraiment il y a un problème. Après, effectivement, quelqu'un qui aurait une voix très, 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 très aiguë et qui n'arriverait pas à la modérer, oui, ça pourrait être vraiment handicapant. Encore une fois, chacun, on est sensible à certains sons et à certaines fréquences. Et du coup, il y a des personnes qui vont qui vont kiffer, entre guillemets, des fréquences peut-être un petit peu plus aiguës ou au contraire plus graves. Mais effectivement, c'est sûr qu'il y a un timbre de voix et surtout un ton à avoir, effectivement. Mais bon, ça se travaille. C'est vrai que la voix transporte, en tout cas. Enfin, merci. On peut retrouver des... Voilà, si on n'a pas une Nathalie en consultation, comment on fait en fait si on est tout seul dans son lit, on se concentre sans la voix, parce que c'est vrai que la voix a tendance à pas mal guider en fait. Alors, ce qui est clair, c'est que la sophrologie, c'est pas l'idée, c'est que quand on fait appel à un sophrologue, on ne se lance pas dans une psychothérapie de 10 ans. Hein. L'idée, c'est d'aller assez rapidement, j'ai envie de dire souvent en 3, 4, 5, peut-être 8, 10 séances, mais franchement, en 3, 4 déjà séances peut vraiment aider. L'idée, c'est que si vraiment c'est pour une problématique de sommeil ou d'autres, mais on peut arriver à enregistrer certaines séances. Par exemple, on aurait pu enregistrer là le petit exercice qui est un petit peu plus développé quand on le fait en consultation, mais enfin en séance. Mais je ne suis pas hyper favorable non plus à l'enregistrement. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de rendre autonome la personne. Donc, effectivement, si les problèmes d'endormissement sont très importants, j'arrive à le propose au début, etc. Mais après, il faut que la personne, elle arrive à s'auto... je sais que je nous tire une balle dans le pied en tant que professionnel, mais en même temps, voilà, l'idée, c'est pas de rendre la personne dépendante de son enregistrement. Et si elle n'a pas son enregistrement, elle ne peut pas dormir, quoi. Voilà. Il faut aussi, mais ça s'apprend parce qu'en fait, au bout d'un moment, ça devient comme une espèce de petite musique. Et puis, encore une fois, le sophrologue met des outils à la portée des clients, quoi. Hein. Donc, chacun doit après s'approprier ça. Mais ça se fait très bien progressivement. Encore une fois, au bout d'un moment, avec les séances, il y a une espèce de petite musique qui se met automatiquement dans la tête, quoi. Alors, Mam, tu avais une question et après, il y a Shan. Plein de questions ce soir. C'est un peu à la manière des inconnus. Qu'est-ce qui fait un bon sophrologue d'un mauvais sophrologue? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. En même temps, qui suis-je pour juger de mes pairs?
après, j'ai envie de dire, c'est comme un bon psychologue ou un mauvais psychologue, c'est un bon médecin ou un mauvais médecin. On est sur un métier tourné vers l'humain. Donc, j'ai envie de dire où on est, du verbe naître, tourné vers l'humain, on aime ça, ou on ne l'est pas. Et dans quel cas, j'ai envie de dire, très vite, le métier, on verra qu'il n'est pas fait pour nous. Après, des bons et mauvais, autant de sophrologues, autant de sophrologie, autant de psychologues, autant de psychologie, à quelque part. Parce qu'on a une approche, on est dans l'humain, donc on a une approche qui est aussi personnelle, on a un vécu, voilà. C'est pour ça que je parlais de rencontres et qu'il est possible, hein, il m'est arrivé, moi, d'avoir des personnes avec qui, effectivement, le courant passait pas. Alors, comme on est obligé de travailler dans une totale confiance, effectivement, il faut que le courant y passe. C'est une rencontre. Donc, avec les enfants, particulièrement, c'est vrai que les parents, souvent, ils viennent, ils ont beaucoup d'attentes et on leur dit, il faut que l'enfant, il nous accepte, il nous kiffe, quoi, hein, parce que sinon, s'il n'y a pas d'alliance qui se crée, on n'arrivera pas à travailler avec l'enfant, quoi. Donc, c'est important. Et avec les ados, évidemment, aussi. C'est une rencontre, quoi. Il faut que ça matche. Voilà. Allez, Shan, c'est à toi. Tu avais une question? Alors, je suis désolée, moi, c'est beaucoup plus pragmatique comme question. C'est au niveau des remboursements. Est-ce que c'est une forme de thérapie qui est remboursée ou seulement partiellement? Comment est-ce que ça se passe? Ah oui. Alors, excellente question, parce que c'est vrai qu'on oublie souvent cette face-là. Absolument. De plus en plus de complémentaires santé mutuelles pour, remboursent, prennent en charge en tout cas une partie. Alors, là encore, hein, chaque complémentaire santé mutuelle a son propre fonctionnement. Donc, ça va être soit sous forme de forfait, soit pour une séance, soit plusieurs séances, etc. Ça peut être dans le cadre du forfait médecine douce, ça peut s'appeler médecine douce, santé plus. Il y a beaucoup d'appellations. Donc, j'invite toutes les personnes qui seraient intéressées à poser la question à leur complémentaire santé en leur demandant si effectivement il y a dans leur contrat la possibilité d'avoir la prise en charge de séances. Bien entendu, un sophrologue se doit de faire une facture, hein, exactement comme maintenant dans l'ostéopathie, par exemple. On est nombreux à aller consulter des ostéopathes. Il nous faut une facture et on peut avoir une prise en charge. Ça peut aller d'un nombre de séances à une participation sur la séance. Enfin, voilà. Mais de plus en plus, de complémentaires santé participent. Ce qui bien sûr est favorable pour nous, évidemment, mais ce qui peut laisser vraiment comprendre aux personnes qui seraient très sceptiques sur ces méthodes-là que réellement il y a vraiment des bienfaits à faire appel à des sophrologues parce qu'on peut vraiment en retirer un très bon bénéfice. Voilà. Alors, le temps nous est forcément compté. Nathalie, un grand merci en tout cas d'être venue dans Talkiji. Alors, je ne sais pas pour ceux qui nous écoutent, mais nous, on est plus zen d'un coup. J'espère que les chroniqueurs vont se remettre de leurs émotions. Voilà, si on est du côté de Nice, on peut, ou pas trop loin, peut te contacter si on est à la recherche d'une sophrologue, par exemple. Sinon, il y en a forcément partout sur le territoire en France et même dans les dom-toms. C'est ça. Voilà, on espère que… De plus en plus, les sophrologues, je le précise, on travaille beaucoup par visio parce que avec ce méchant virus dont nous sommes tous victimes, on va dire, on travaille beaucoup en visio et effectivement, c'est un peu différent, mais la qualité n'en est pas du tout moindre. Donc, n'hésitez pas parce que nous sommes vraiment nombreux à travailler aussi en visioconférence. Et on a eu la démonstration que ça pouvait fonctionner. Et que ça fonctionne. On est tous très, très bien reliés. Voilà. Donc, un grand merci pour ta disponibilité. Merci à vous. Rentrée, elle est déjà faite, mais bonne reprise avec les études. Merci à vous tous pour votre écoute, tout ça, votre attention. Et puis surtout, bonne rentrée à tous. Et n'oubliez pas, respirez et souriez. Et tout se passera très bien. Même derrière le masque. Même derrière le masque, un sourire, on le voit avec les yeux.
Merci beaucoup, Merci Nathalie. beaucoup. À bientôt. Au Merci, revoir. au revoir, bonne continuation, bonne rentrée. Au revoir. Et on va voir notre premier coup de cœur avec Cécile dans quelques instants. Et donc, Cécile, toi, ton coup de cœur, il n'y a pas besoin de Doliprane. Ah non, il n'y a pas Ah, besoin de... on commence par toi parce qu'après le truc zen, on voulait pas mettre un truc prise de tête. Donc, on parlera de Ténet après. Non, ça va rester zen, sauf si vous entendez trop l'hélicoptère du Tour de France qui est au-dessus de ma tête, mais voilà, ça devrait bien se passer. Puisque ce Tolkiji donc est consacré à la sérénité pré-rentrée, que pour la préparer, Romain nous a un petit peu obligés à faire des séances de yoga et à boire du thé vert tous les jours, hein, les gars. Je me suis dit que j'allais suivre le mouvement. Les filles aussi. Hein. Non, les gars, quand je dis les gars, c'est de façon générale. Et je vais vous parler de ma série Feel Good de l'été. Alors certes, voilà, c'était cet été, elle est sortie depuis le mois d'août, mais bon, je suis pas trop en retard. C'est la saison 2 de Umbrella Academy. Je pense que vous connaissez déjà. Alors c'est d'autant plus chouette que cette série, moi au départ, elle m'a pas trop accroché. La première saison, pas du tout. Et puis là, par contre, j'ai vraiment kiffé. 10 épisodes, c'est passé super vite. Donc je récapitule très rapidement. Il était une fois, on va jouer avec la voix, il était une fois, en 1989, 43 enfants qui naissent le même jour, à la même heure, de femmes qui n'étaient pas enceintes. Vous voyez, déjà, ça commence fort. Hein. Bon, il est arrivé des choses plus folles. Ils naissent en fait avec des pouvoirs assez spécifiques et 7 d'entre eux vont être adoptés par un milliardaire qui est complètement cinglé, qui décide de fonder donc l'Umbrella Academy, il appelle ça l'Umbrella Academy, qui va être chargé de protéger le monde grâce au fameux pouvoir de ces gamins. Et dans la saison 1 donc, de la série, les 7 frères et sœurs, qui donc sont maintenant adultes, devaient empêcher l'apocalypse. Et cette année, dans la saison 2, ils doivent changer le futur en se retrouvant dans le passé. Est-ce que vous me suivez? Croyez-moi, à côté de Tenet, c'est simple. On va y revenir, on va y revenir. C'est pour Mamadi. Donc, quand la saison 2 commence, en fait, ils sont tous envoyés au début des années 60 dans la ville de Dallas. Et là, vous vous dites Dallas, années 60, j'y reviens. Mais en fait, à des mois et à des années différents. En fait, ils sont isolés les uns des autres et ils vont devoir reformer le groupe en 1963. Et c'est ça qui est super intéressant, en fait, c'est qu'on va tous les suivre avant qu'ils ne se reforment et qu'ils vont tous avoir des parcours très différents dans les années 60, au début des années 60, drôles, graves, tendres, même politiques aussi. Il y a vraiment un discours politique. Par exemple, on a Klaus qui est un des les enfants, hein, Klaus qui est l'ancien toxico qui ressemble maintenant à Charles Manson, qui devient malgré lui le gourou d'une secte, ce qui lui va très bien parce qu'il est très drôle. Luther qui est à la fois un homme, mi-gorille. Il est très très fort et du coup il devient l'atout de choc d'un mafieux. Vania, qui est la plus puissante de toutes les enfants, elle se retrouve à protéger une fermière et son fils. Diego, lui, il va carrément directement se faire interner parce qu'il va essayer de prévenir la police de l'assassinat qui va arriver en 63. Évidemment, il va finir chez les fous. Allison, et c'est là où je parlais de politique, Allison, elle se bat pour les droits des Afro-Américains, à avoir les mêmes droits que les Blancs. Et à cette époque-là, on sait bien que c'est compliqué. Et puis il y a Five aussi. Five, c'est le seul des enfants qui n'a pas de prénom. Il s'appelle 5. Parce qu'en fait, au début, leur père adoptif leur a donné des numéros. Voilà. Et donc, Five, lui, il est coincé dans le corps d'un ado de 16 ans, alors qu'en fait, c'est le plus âgé de tous. Il a 60 ans. Et lui, du coup, c'est lui qui cherche à réunir tous ses frères et sœurs. Et puis, il y a le petit dernier qui, lui, s'appelle Ben. Il est mort quelques années plus tôt lors d'une mission. Mais en fait, il est toujours resté à l'état de fantôme. Et en fait, il est toujours là autour de ses frères et sœurs. Et il n'y a que Klaus, dont c'est le pouvoir de voir les morts, qui le voit. Mais juste pour embêter son frère, il fait en sorte de ne pas le dire aux autres. Comme ça, au moins, voilà, le pauvre, il est complètement esselé. Et en fait, là, vraiment, dans cette saison 2, la petite histoire va rejoindre la grande histoire, puisque novembre 63, comme vous le savez, c'est la mort de Kennedy. Hein, et que du coup, tout va tourner autour de cet événement-là. Et c'est vraiment une période passionnante. Alors évidemment pas pour Kennedy, hein, le pauvre, ça a mal fini pour lui, mais pour nous, c'est vrai que moi, c'est toujours quelque chose qui m'a assez fascinée. À retenir, il y a 2 personnages secondaires en plus du casting, hein, cette saison qui sont très très réussis. Et puis il y a ce lien fraternel entre les 7
qui est toujours assez beau, même si c'est toujours très chaotique, hein. Ils ont des problèmes à communiquer. Bon, par contre, la super méchante est nulle, mais bon, ça, tout peut pas être parfait. Et sinon, dernière bonne nouvelle, et je vous laisse, Ellen Page, qui est quand même la seule vraie star de la série, on va dire, cette année, elle a appris à sourire. Et moi, je dis, c'est un petit miracle, hein, ça nous change la vie, voilà. Ça se regarde sur Netflix et c'est mon bon plan anti-morosité pour affronter cette rentrée. Super. Moi, j'ai quand même une question, Cécile. Même si on va me dire qu'on est en retard, c'est pas grave. Oui. Comment on fait pour regarder la deuxième saison d'une série dont on n'a pas aimé la première? C'est un concours de circonstances. On m'a poussé à regarder, en fait. Et je remercie la personne qui m'a poussé à regarder au début. Il dit, viens, on regarde, on commence. Et ben après, j'ai adoré. Comme quoi, tu vois. Donc, il faut persévérer. Tout à fait. Voilà. Bon, on verra qu'avec Tenet aussi. Il va persévérer, vraisemblablement. Et on passe tout de suite à Croc Actu avec Chad dans quelques secondes. Et donc, Chad, qu'est-ce qui t'a inspiré cette semaine? Et bah, zen, c'est le mot de l'émission d'aujourd'hui. Et je sais pas si vous avez lu On les rêvait articles. d'avoir Zazie d'ailleurs. Hein. De quoi? On rêvait d'avoir Zazie. Invité à la fin. Sa chanson Zen, soyons zen. Mais... Blague de vieux. Blague de J'ai vieux. pas compris. Non, mais voilà. Je savais que c'était le moment de la faire pour me louper. Zazie, elle avait une chanson. La dame qui est jurée dans The Voice. Avant, elle chantait. Et donc, elle a une chanson qui s'appelait Zen, soyons zen. J'irai écouter. Ouais, elle est bien en plus. Du coup, voilà, zen, c'est le mot de l'émission. Et zen, c'est aussi le mot du PSG avant son match contre Bayern. Je sais pas si vous avez lu un peu les interviews, les articles. Mais il se disait très serein, très zen. Il ne s'inquiétait pas du tout de ce match. Et Il y a ben, Neymar qui portait sa sono portative grande comme ça en arrivant. C'est cool. Peut-être qu'ils auraient dû stresser parce que ça s'est pas hyper bien passé pour eux finalement. Ils ont perdu à 1-0 contre le Bayern. C'est dommage. Et donc, pour l'occasion, j'ai fait un petit mème. C'est le PSG qui a bien commencé, mais qui a un peu perdu bêtement. Mais bon, Voilà. c'était rigolo à Bêtement, regarder. on ne sait pas, on ne fera pas le débat. Alors, je sais qu'il y a eu des débats enflammés autour du match, hein, même au sein de l'équipe Tolkiji. Un petit coucou quand même aux supporters parisiens. Ouais, bah, moi j'ai grandi à Paris et j'y connais rien au foot, j'avoue. Je regarde pas beaucoup les matchs, donc c'est vrai que c'est pas très sympa de ma part de parler, mais Et, je sais que Mam était désemparé de cette défaite, par exemple, et J'ai est beaucoup. meurtri au plus profond de son être. Hein. Le supporter de l'OM que je suis, s'est bien marré. J'ai passé une très bonne soirée. Voilà. Rappelons que très vite, il y aura un match PSG-OM et je pense que celui-ci, encore une fois, vaudra son lot de mèmes, son lot de remarques sur Twitter. Mais en tout cas, oui, on ne pouvait pas passer à côté de cette finale de la Ligue des Champions. moi je me suis bien marrée en tout cas en la regardant. Et en regardant les mêmes après. Voilà. J'étais le seul à être désemparé peut-être. Voilà. N'étant ni supporter de Marseille, ni de Paris. Bon, et ben en tout cas, réagissez. Que vous soyez supporter de Paris ou de Marseille, n'hésitez pas à réagir au dessin de Chad cette semaine. On poursuit avec le deuxième coup de cœur. Alors, on va peut-être pas remettre de jingle, hein. Mam, c'est ton heure. T'es pas prêt? Si. Si. Attention. Je suis dans les temps. Prenez un verre d'eau, un crayon, papier. C'est l'heure du coup de cœur de Mam qui n'en est peut-être pas un pour Tenet, le phénomène Tenet. Il y a eu deux choses dont on a parlé cette semaine, c'est le PSG et Tenet. Hein. Enfin, absolument, mais dans tous les cas, dans les deux cas, c'était un peu flou, si je puis me permettre ce jeu de mots. Blague de vieux, Tenet, flou. Bon, pas grave. Ouais. Bon,
En tout cas, j'ai le plaisir d'attaquer à ce dossier. Hein. Ça me fait vraiment plaisir parce que c'était quand même le film le plus attendu de l'été. Hein. Et donc signé Christopher Nolan, un des plus grands maîtres du cinéma américain actuel. On lui doit quand même la relance de la franchise Batman pour ceux qui ont suivi. Il y a eu Memento aussi, Dunkerque. J'avais bien aimé. J'avais une très belle expérience avec Dunkerque. Interstellar aussi, qui était bien, très philosophique, quoique un peu long. Mais bon, là, il change de registre avec Tenet. Donc, un blockbuster. Quand je dis le film le plus attendu de l'été, vous n'êtes pas sans ignorer que les salles obscures vivent des moments très difficiles en ce moment. Les salles se désemplissent, baisse de fréquentation. Donc, les programmateurs, les exploitants comptaient beaucoup sur ce film qui a failli être, dans la sortie, a failli être repoussé. Tant mieux, il est sorti le mercredi 26. Spécialement pour l'émission, je l'ai vu plus tôt, donc en avant-première. Maintenant, savoir est-ce que ça vaut le déplacement ou non, je vous en dirai plus dans quelques minutes. Toujours est-il, c'est qu'il est très difficile de s'exprimer sur ce thriller. Je ne vous cache pas que j'ai un peu de difficulté. On bascule entre action, espionnage, fantastique, tout ça autour d'un concept qui est le fil conducteur du film, qui est l'inversion du temps. Promis, il n'y aura pas de spoil, donc je ne vais pas rentrer dans les détails du film. Peut-être juste vous dire que, pendant pour le speech, tout démarre voilà, d'un mot, Tenet, donc, qui est prononcé pour le protagoniste du film, qui est incarné par John David Washington. C'est le fils de Denzel Washington, que vous avez peut-être pu voir dans Black Klansman, qui était un chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre de Spike Lee. Donc ce dernier sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage international et sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un renversement temporel. Effectivement, une fois que j'ai dit ça, vous vous en doutez rapidement que la bande-annonce, pas que la bande-annonce, en tout cas ce résumé, que ce film s'annonce un peu plus compliqué, comme j'ai précisé il y a quelques jours, que Les Visiteurs. Les Visiteurs, c'est beaucoup plus simple. Je ne vous cache pas les aventures de Jacques Pouille et leurs allers-retours. Franchement, j'ai compris tout de suite. Là, Tenet, c'était un peu plus alambiqué, un peu plus compliqué. Même la bande-annonce, d'ailleurs, que je n'ai pas vue, je refuse de voir les bandes-annonces. Peut-être une histoire de costume dans Les Visiteurs, ça simplifie. Ou de Ninja 4, je ne sais pas. Mais toujours est-il que même une proche m'a dit, on voit une bande-annonce, j'étais déjà perdu. Toujours est-il qu'il faut aller le voir. Et pour tout avouer, je n'ai pas d'avis vraiment tranché hein, sur Tenet. Esthétiquement, le film est réussi. Franchement, au niveau de la mise en scène, que je trouve audacieuse, les superbes images, le visuel est très très fort. La musique, très bon. J'aime la qualité de la musique, qui est assez tonitruante. Parfois un peu trop. Parfois, je trouve qu'elle est même étouffante. Mais en même temps, comme dirait l'autre, certaines séquences, bien que sensationnelles, m'ont donné un peu le tournis. J'étais allé voir avec un copain d'ailleurs qui, à un moment, qu'à la fin du film, a demandé un Doliprane quand même, et ça, ce n'est pas une blague. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut le vivre comme une expérience sensorielle, que effectivement tous nos sens sont mis à rude épreuve. Bon. Christopher Nolan, on sent qu'il avait envie quand même de nous plonger dans la confusion, nous, les spectateurs, donc en tout cas, c'est réussi. Mais à force de brouiller les pistes et de jouer avec les séquences temporelles, vraiment, on ne sait plus trop qui est qui. Voilà où on est. Moi, j'ai perdu le fil de l'histoire. Hein, je vous l'admets. Sur la première fois que j'ai vu, j'ai perdu le fil de l'histoire au milieu. J'ai retrouvé mes esprits un peu à la fin. Voilà, bon, c'est le concept du film. Donc, du coup dans la mesure où il nous perd, on est un peu partagé entre. Voilà, on passe un moment, c'est divertissant, mais à un moment, tu ne sais plus où tu es, c'est confus. Même des fois, c'est même confus. Des fois, c'est même too much par rapport à l'équilibre. Je vais parler quand même des acteurs. Effectivement, j'ai cité John David Washington, qui est pour moi épatant. Franchement, il est très très bon dans ce rôle, je trouve très convaincant. Il partage l'affiche avec Robert Pattinson, que j'ai trouvé beaucoup plus effacé. Voilà, il ne m'a pas trop emballé. Et le méchant du film, j'ai trouvé très caricatural. Mais ça, je laisserai vous faire votre idée. Et c'est un film qui divise déjà. Ça arrive souvent pour ces films qui sont très très attendus. Le webzine dont j'ai la charge, exceptionnellement, 2 de mes pigistes ont vu le film et voilà, un a adoré, l'autre a détesté. Il parle même d'un montage totalement foireux, bon, ça c'est l'idée. L'autre part d'une œuvre exceptionnelle. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que même au sein de notre rédaction, ce film a amené beaucoup de débats, beaucoup de discussions.
Mais bon, je sais que je suis sorti un peu mitigé, peut-être un peu frustré, mais en même temps, je ne m'attendais pas je voulais pas non plus d'un film simple. C'est vrai que des films comme Matrix, on ne savait plus trop où on était par moment, Inception aussi. Mais là, il pousse le bouchon un peu un peu plus loin. Mais c'est peut-être aussi la force de ce film, justement, de nous interroger, de nous interpeller, de nous secouer et voilà, et d'amener les échanges qu'on peut avoir là. Et c'était peut-être aussi ce qui fait là aussi la magie du cinéma. Et je pense même que Tenet, dans dans quelques années, pourrait devenir culte. En tout cas, le record peut-être qu'il pourrait battre, c'est le nombre de visionnages par personne. En tout cas, je fais partie de ceux qui vont le voir à plusieurs reprises, déjà pour comprendre. J'ai prévu d'emmener mon fils, j'ai pas le choix, mais bon, j'espère le retrouver à la fin. Peut-être que lui-même m'expliquera ce que je n'ai pas saisi. Peut-être que c'est à chacun aussi de se faire son interprétation. Toujours est-il que je n'ai pas peur d'y retourner. Voilà. Comme c'est une expérience, je suis prêt à la retenter. Et voilà, je vous invite aussi à aller le voir, à vous faire votre propre opinion. Et surtout, pensez quand même, pour la première diffusion, à prévoir votre Doliprane. Et ce n'est pas une blague, c'est vrai que c'est un film qui peut faire mal à la tête, qui est saisissant aussi, mais qui mérite aussi le coup d'être vu parce que c'est quand même du grand spectacle, c'est du grand cinéma, c'est aussi divertissant. C'est aussi pour ça qu'on y va. Et ça s'appelle Tenet de Christopher Nolan. Et ça dure 2h30. C'est en 2h30 et c'est tout public. Donc ça fait qu'un Doliprane, c'est toutes les 4 heures. Donc... Absolument. Et donc tu iras pour la 3e fois même, quand même. Oui, même pas peur. Bon, en même temps, j'ai la chance de par mon métier d'aller au cinéma gratuit. Ça aide. Mais j'invite d'aller le voir, mais je préviens que voilà, on peut ressortir frustré, voire confus. Parce que parfois, c'est too much. Voilà, tu sais plus. Voilà. Mais bon, il faut y aller. Ça s'appelle Tenet. En tout cas, pour y aller 3 fois, c'est quand même qu'il y a un intérêt à aller le voir, au-delà de le comprendre. En tout cas, tu n'as pas répondu aux questions que tout le monde se posait, notamment sur Twitch et que certains se posent. C'est est-ce qu'on peut m'expliquer le film? Non, parce que en tout cas, c'est impossible à expliquer. Et puis, dans les chroniques que je fais en général, je n'ai pas trop envie de donner dans l'explication. Ouais. Mais c'est vrai, quand tu vois Jacouille la fripouille, effectivement, je reviens là-dessus. Mais... Alors moi, je fais coucou à des connaissances. À côté. Ils doivent battre un record de revisionnage des visiteurs. Genre. Oui, oui. Mais non, mais après, c'est un film à aller voir, mais c'est inexplicable, irracontable, et peut-être que chacun se fera son idée. Mais voilà. En tout cas, le film à voir en cette fin d'été. C'est un des films marquants le film marquant de l'été, et ce sera sans doute un des films marquants de l'année 2020. Eh bien, bon 3e visionnage, Mam. Merci. Et je vais vous proposer rapidement un petit jeu, quand même. Et vu que le thème, au-delà du côté zen, cette semaine, c'était un peu le retour dans le passé. Et Cécile, il n'y a pas eu de spoil dans ta chronique. Il faut le rappeler quand même, je voulais le rappeler. Non, parce que pour les gens qui ne sont pas au courant, à Dallas en novembre 63, JFK, dans tous les cas, ça se termine mal. C'est l'histoire, ça n'a rien à voir avec le scénario. Donc voilà. Et ben moi, je vous propose une petite plongée dans le passé et dans les jeux du passé avec le juste prix. Oula, oui. Attention, ça va revenir bientôt. Bon, Chan, tu vas redécouvrir. Je crois que ça revient bientôt, le juste prix. Et il y avait un jeu où il fallait deviner forcément le juste prix de la vitrine. Mais là, on n'est pas là pour deviner le prix de mon micro, par exemple. Mais on va jouer avec les aides ou les montants minimum d'aides. Et vous allez devoir le deviner. J'ai toujours rêvé de dire c'est plus, c'est moins. Bon, alors, on va commencer facile. Je vais vous demander le SMIC net en France pour un travail à 35 heures. Attention les informateurs jeunesse. Alors, c'est 1000 quelque chose. 1250 275. C'est moins. 1200 C'est plus. 1220. C'est moins. 1210. C'est plus. 1213. C'est plus. 1217. C'est plus. 1218. C'est plus. Bon, là, on va y arriver.
1219. Oui, bien joué. Donc, c'est 1219 euros net pour un travail à 35 heures, soit un montant à peu près de 0,03 euros net de l'heure. Je pense notamment aux gens qui font du babysitting, par exemple, qui parfois se posent cette question. Et là, il faut ajouter les 10% de congés, notamment si vous faites des CESU. Allez, on va complexifier un petit peu la chose. Le montant minimal de la bourse sur critères sociaux du Crous pour l'année 2020-2021 à l'échelon 0 bis. 106 euros. Combien? 106 euros. Ah, alors sur 10 mois, Chad. Ah, sur 10 mois, 1006. C'est plus. c'est 1000. Ça fait combien? 106 fois 10? 60. C'est un peu moins. C'est moins. Bon, on n'est pas loin, c'était dur. Bon, et c'est 1032 euros sur l'échelon 0 bis. Sachant que c'est échelonné et que ça peut aller jusqu'à l'échelon 7 où là, c'est 5679 euros au maximum en bourse. Mais voilà, tout va dépendre de votre un dernier, parce que là, on cherche des logements en ce moment. Je voulais le montant maximum de l'avance Locapass d'Action Logement. Alors, pendant que vous cherchez, qu'est-ce que c'est que l'avance Locapass? Donc, c'est un prêt à taux zéro pour avancer finalement votre dépôt de garantie quand vous entrez dans un logement. C'est un prêt à taux zéro, donc vous rembourserez des mensualités jusqu'à 25 mois maximum. Et donc, cette avance, ce dépôt de garantie, ce Locapass, c'est quoi le montant maximum qui peut vous être attribué? 1000 euros. C'est plus. 1500. C'est moins. Tu disais, Rosen? 1200. 1200 euros. Bonne réponse de Rosen. Ouais. Bravo. Et petite dernière, le montant de l'aide financière exceptionnelle de l'État pour l'embauche d'un apprenti mineur, donc un jeune de moins de 18 ans. 4000. C'est plus. Alors 6000. C'est moins. Moi, j'avais dit 7000, mais j'aurais dit 7000. Mais 5000. Oui, 5000 pour un mineur et c'est 8000 pour un majeur. Voilà. Cette aide financière. Et ça, ce sera pour tous les contrats signés entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. Je pense aux jeunes qui veulent faire une formation en alternance ou un apprentissage et qui galèrent en ce moment à trouver. Forcément, ça peut être un avantage et quelque chose à mettre en avant dans votre recherche auprès des employeurs. Voilà, c'était mon petit jeu. Donc, vous pourrez retrouver les chiffres, notamment dans le réseau Information Jeunesse, si vous posez des questions aussi sur toutes les aides qui peuvent exister. Je vois qu'on est quasiment en duplex de l'Urban Festival. Alors, on va faire un petit point interview depuis Albi avec la chronique geek, une semi-geek. On repassera après à la chronique Q comme sexualité de Rosanne et on reviendra après pour la démonstration de skate à Albi. Alors, est-ce que Pierre, tu es avec nous ou pas? Bon, on va lancer. Oui, je suis avec vous. Pierre, tu es avec nous? Ouais. On vous attend avec impatience. Eh bien, on est là. On est là. Alors, 2 secondes, je recherche le président du spectacle. Ah, alors vous pouvez profiter un petit peu. Ah non, c'est en vignette vu que c'est moi qui parle, mais on est en duplex d'Albi. Ça va se mettre en place. C'est les joies du direct. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez? Eh ben, vous êtes en direct dans Tolkiji. Il a l'air de faire beau Albi, en tout cas. C'est la première info. Alors, est-ce que Pierre, tu pourrais augmenter le son si Pierre entend ou pas? Alors, on va essayer en régie parce qu'on entend de très très loin. Alors, est-ce que tu peux te
présenter, nous expliquer un petit peu ce que c'est que l'Urban Festival à Albi? Du coup, moi, je suis Geoffrey Amiel et je m'occupe de l'association du Skate Club Albi qui organise depuis 25 ans, 20 ans l'Urban Festival à Albi en collaboration avec la mairie. Et voilà, du coup, nous on organise la partie skate de l'événement qui est un événement qui rassemble plusieurs cultures urbaines. Alors, plusieurs cultures urbaines, c'est-à-dire il y aura des concerts, il y a des contests de skate, de BMX, c'est ça? C'est ça, alors moi je m'occupe que de la partie skate, donc des fois je suis un peu maladroit sur les autres disciplines, mais en gros il y a du hip-hop, du graph, du skate et du BMX. Et peut-être un jour il y aura du parcours s'ils arrivent à se monter en association. Et voilà, après du coup sur chaque discipline il va y avoir des programmations propres. Nous par exemple au skate on essaie d'avoir tous les ans des concerts et des animations skate compétition et aussi loisirs avec des défis histoire que vraiment tout le monde s'y retrouve, quoi, que ce soit pas juste pour les professionnels de la compétition. Alors donc là, c'est un peu le hop, ça commence demain réellement? Alors là, cette année, prévision météo un peu difficile, donc là, on a déformé notre programme, on a commencé une journée plus tôt, et du coup, normalement, on commence demain, s'il pleut pas, et on finira donc samedi soir en beauté avec un concert. D'accord. Et donc si on est du côté d'Albi, où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous, pour le skate? Alors là, sur l'événement, on est au Jardin National. Et si on veut nous retrouver toute l'année, on est au Carré Public. On a un skatepark ouvert qui est le lieu est mis à disposition par la mairie d'Albi. Et voilà. Et donc qu'est-ce qu'on fait pour donner envie aux gens de venir? Qu'est-ce qu'on verra demain, par exemple? En dehors Alors demain, qu'est-ce qu'on on va faire de l'initiation. Toute l'année, on fait de l'initiation, mais là, du coup, on l'a fait vraiment ouverte au grand public. Donc, ce sera le matin. Et après, l'après-midi, on va faire un peu plus du pestacle, comme on dit dans le milieu. On va faire des compétitions. Donc, demain, c'est street, ce qui correspond à des modules de skate qui correspondent à ce qu'on peut retrouver dans la rue, des bancs, des plats inclinés, des architectures qu'on peut retrouver dans la rue. Et samedi, ce sera rampe. Donc, la rampe, je ne sais pas si vous l'avez vu jusqu'ici. La rampe, c'est quelque chose en forme de U. On appelle ça un half-pipe, il y a plusieurs noms. Nous, on appelle ça une mini-rampe. Et qui est typée du coup à l'origine du skate, où on skatait dans des piscines vides. Voilà. Donc on va proposer plusieurs disciplines du skate ce week-end, on va montrer. Nous, après on ne se met pas trop la pression, on fait pas vraiment de démonstration à proprement parler. Il faut que les pratiquants viennent pour s'amuser, c'est comme ça qu'il y aura la meilleure démonstration. C'est zen, quoi. Voilà, décontracté. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on a une petite chronique. Merci d'avoir présenté un petit peu l'asso, l'Urban Festival. On va faire notre petite chronique sexualité et on se retrouve après techniquement pour une petite démo de skate, je crois, depuis la rampe justement, si tout va bien. C'est ça. Eh ben, super. Alors en régie, on va nous lancer le jingle de la chronique Q comme sexualité de Rosen. Et puis nous, on se retrouve après. Alors Rosen, de quoi tu vas nous parler dans Q comme sexualité aujourd'hui? Bien, bonjour à tous. Alors, moi, je voulais un petit peu remettre les choses dans leur contexte, étant donné que je remarque, et j'imagine que vous avez remarqué aussi, que beaucoup de jeunes, et pas que les jeunes, hein, mais vu que c'est dirigé plus vers les ados, bon, donc j'engueule pas les ados, hein, j'engueule tout le monde. Mais en fait, les mots qui sont utilisés généralement, qui peuvent aussi avoir des connotations homophobes, telles que PD. Donc, PD qu'on peut écrire PD ou PD, les deux lettres.
Donc, en fait, c'est une abréviation du mot pédéraste. Alors, pédéraste qui désigne une attirance d'un homme adulte envers un garçon plus jeune, généralement un adolescent. Donc, voilà ce que ça veut dire quand on dit pédé à quelqu'un. Et puis, généralement, donc ça, c'est du côté des hommes, mais après, il peut très bien y avoir aussi tous ces synonymes qui vont être pédale, folle, lopette, tante, tata, tantouze, tafiole, et j'en passe, tarlouse. Il y en a quand même pas mal, mais tout ça, il faut savoir aussi que donc c'est utilisé comme maintenant c'est devenu assez comme je sais pas, comme si on disait n'importe quel mot, mais ça a un impact réel quand même, il faut quand même le noter. Et ce qui est con, mais c'est même moi, mon entourage, par exemple, hein, j'en entends hein, qui vont dire ah le pédé, machin. Mais c'est très con de l'utiliser finalement, puisque déjà, c'est pas, je pense que si on demande la définition, la personne ne l'a pas vraiment. Et deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça renvoie quoi en fait quand on dit ce mot-là? Généralement, bon, c'est ça, t'es une fiotte, donc ça voudrait dire que les personnes, en pensant en plus qu'ils disent que la personne est homosexuelle, ça voudrait dire que les homosexuels, c'est des fiottes qui sont pas terribles, que voilà, donc quand on remet tout dans son contexte, c'est pas gégène, quoi. Et sinon, il faut savoir aussi que les utilisations de ces expressions, voilà, il y a un impact, mais il y a un impact aussi par la loi. Si quelqu'un décide de porter plainte contre une agression verbale, c'est aussi possible par rapport à ces mots-là. Et donc, à l'inverse, il y a aussi le mot gouine qu'on utilise aussi. Ce mot gouine, enfin pas à l'inverse, mais pour les filles. Donc pour les filles, c'est une appellation familière qui désigne d'être lesbienne. Mais pareil, sa connotation, elle est assez insultante pour certaines personnes, puisque en fait, la vraie définition dans le DICO, c'est donc terme d'injure qui se dit d'une coureuse, d'une femme de vie facile ou de mauvaise vie. Ce terme est aussi alors associé à la prostitution et au bordel. Donc voilà, donc c'est pareil, quand on utilise ce mot, c'est encore un autre impact que la personne peut recevoir. Et voilà. Puis il y a plein d'autres mots, j'ai envie de dire, qu'on peut utiliser à part cela. Voilà, donc tout simplement, essayez de faire attention à ce que vous dites. Voilà, ça peut vraiment faire très très mal. Et puis voilà, quoi, c'est nul d'utiliser les mots qui ne sont pas mis à la bonne place. Et puis, là, je vous ai sorti un petit drapeau. Alors, je voulais m'en acheter un grand que je puisse mettre dans les airs et tout ça, parce qu'en plus, il est beau. Je voulais un petit peu vous en parler pour vous donner l'histoire aussi, puisque ça, c'est le drapeau arc-en-ciel, donc le Rainbow Flag. Ouais, j'ai un super accent. Du coup, donc ces petites couleurs ne sont pas là pour rien, n'est-ce pas? Donc là, il y en a 6. À l'origine, il y en avait 8. Donc, le créateur de ce drapeau s'appelle Gilbert Baker. Il est donc artiste et donc aussi, alors excusez-moi, militant pour les droits LGBT+, LGBTQ+, et designer. Et donc, il est américain et il avait créé ce drapeau, qui est aussi utilisé dans d'autres, comme avec les Incas, par exemple, aussi pour qui est tout ce qui va être spirituel et de la paix. Donc, il a été utilisé là maintenant donc pour la communauté LGBTQ+. Et donc, là, les couleurs, que je vous dise un petit peu. Alors là, je ne sais pas si on voit trop, mais c'est rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet. Voilà. Donc, le rouge, c'est pour la vie. C'est beau. Le orange pour la guérison, le réconfort et la santé. Parce qu'il y a plusieurs. Le jaune, c'est pour la lumière du soleil. Le vert pour la nature. Le bleu, c'est pour l'harmonie. Et le violet pour l'esprit. Alors voilà. Et donc, comme je vous disais,
juste avant. Donc avant, il y avait 8 couleurs. Elles ont été enlevées parce qu'il y avait le rose au-dessus, tout en haut, qui était pour la sexualité. Et on avait le turquoise qui était pour l'art ou la magie. Mais vu que quand ils ont voulu imprimer ce fameux drapeau, en fait, il n'y avait pas les couleurs à l'impression de demander. Donc, ils ont enlevé ces 2 couleurs et c'est devenu ainsi couleur. Mais très beau et le thème et ce que ça signifie est quand même super chouette. Donc après, on en parlait en off et Shan a bien aussi précisé tout ça. C'est vrai qu'il y en a eu plusieurs maintenant aussi, des différents. D'ailleurs, je vous invite à aller les voir parce qu'il y en a énormément. Et puis, c'est intéressant de voir aussi toute l'historique, vraiment précisément, sur toute l'histoire aussi de la communauté LGBTQ+. Donc LGBTQ+, donc lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, queer. Donc voilà, donc je vous invite à aller vous renseigner un petit peu plus et surtout de faire attention à ce que vous dites. Voilà, voilà. Et bien sur ce, ma chronique est finie. Et Shan a une petite réaction, je crois. Ouais, deux choses. Déjà, juste pour rajouter que maintenant, il y a aussi le I et le A qui sont ajoutés après le Q pour la communauté intersexe et les asexuels, c'est très important de s'en souvenir parce qu'il y a beaucoup de débats, notamment sur la législation autour de l'intersexuation, par exemple. Et, mais surtout, au sujet à la base, je voulais réagir sur les mots. PD, c'est vrai que c'est par exemple des termes que beaucoup vont utiliser sans savoir ce que ça veut dire, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des gens qui savent ce que ça veut dire et qui, nous, l'utilisent envers nous. Moi, je dis nous parce que ça m'est déjà arrivé de me faire insulter dans la rue comme ça, de façon très violente. Et il ne faut pas oublier que même si vous pouvez l'utiliser sans savoir ce que ça veut dire, nous, ça fait écho aussi à des agressions, à des choses qu'on a pu vivre. Et c'est pas anodin, en fait. C'est pas ce qui est pour vous une petite ignorance, pour nous, ça peut être des traumatismes très lourds. Donc c'est pour ça que c'est important de se renseigner. Et si une personne vous dit attention, ce mot-là, il faut pas l'utiliser, faut pas se braquer, faut juste pas l'utiliser parce que c'est vrai que ça a vraiment un impact beaucoup plus fort que ce qu'on peut imaginer. C'est vrai, complètement. Et pour faire le lien avec ton dessin, il y a eu des grands débats dans les stades de foot avec des matchs arrêtés justement sur les dégagements de gardiens où un des grands thèmes, c'est oui, c'est les amateurs de foot voient où je vais en venir, où certains matchs avaient été, je crois, arrêtés. Il y avait les débats justement pour ces propos qui étaient considérés comme homophobes. Ça a été un effet de mode, hein, malheureusement. Parce qu'on s'est dit, si à chaque fois qu'il y a un mot homophobe, on arrête les matchs de foot, ça va être pire que la VAR. Et ça va stopper. Voilà, malheureusement, oui. Enfin, il faut quand même dire que derrière, il y a des choses et que l'utilisation des mots, je pense qu'il y a... Le vocabulaire français est suffisamment riche. On l'a vu rien que pour les synonymes de PD pour trouver éventuellement d'autres insultes. Et quand bien même, il faudra insulter dans les stats parce qu'on fait de mieux en termes de fair play. Ouais, même. Ouais, c'était le match Le Mans-Nancy qui avait été arrêté à l'époque, Nancy contre Le Mans, et effectivement, après, ça a déchaîné pas mal d'homophobes derrière, quoi, qui se sont pris à jouer à ce jeu-là. Et ça a mis aussi en évidence aussi un sujet tabou qui est l'homosexualité dans le sport, et en particulier dans le foot, parce qu'il y en a autant qu'ailleurs, et il ne faut pas qu'ils aient peur de se cacher. Non, de se livrer. Se livrer, oui, c'est ça. Oui, de se livrer. Non, tu as dit de se cacher. Justement, au contraire. Et on se souvient aussi des mots malheureux de Louis Nicolin qui avait traité Pedretti de petite tarlouse, ce qui n'est pas non plus très glorieux. Voilà. Sur ces mots, on va repartir pour du skate à Albi, à l'Urban Festival. Je crois qu'on est prêt dans la rampe en direct, Pierre. Ça va être l'heure du show. Bon, c'est parti. On fait le jingle quand même avant. Et Pierre, c'est à toi. On est parti.
Faudrait que tu mettes un peu de son, Pierre, si tu peux. Ce Chromebook des mardis. Alors, on est en direct d'Albi. La démo va pas tarder. Je vais faire les commentaires en direct en attendant.
Merci. Merci au Skate Club d'Albi. Merci. Merci à vous. On était en duplex. Alors, c'était une première, le duplex depuis Albi avec le Skate Club d'Albi. Vous pouvez les retrouver demain et après-demain dans le cadre de l'Urban Festival qui se passera à Albi. Nous, on va clôturer ce Talkiji numéro 13. Mamadi, Cécile, Chane, Rosen, merci. On vous donne rendez-vous jeudi prochain pour le numéro 14 de Talkiji déjà. On va vous souhaiter une bonne rentrée. Stressez pas trop. Pensez respiration si lundi soir ou dimanche soir, il y a une petite boule au ventre. Vous retrouverez le programme du prochain talk sur les réseaux sociaux. Si vous ne voulez pas le manquer, abonnez-vous sur Twitch et on sera là, nous aussi, après cette rentrée à 18h30 jeudi prochain. D'ici là, bonne semaine à tous. À bientôt. Salut.